Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que vous appréciez pour l'instant ce petit calendrier. Donc j'en suis à la moitié. Honnêtement, quand j'ai commencé, je n'étais pas certaine d'y arriver, mais je suis ravie de voir que je m'en sors. J'aime vos commentaires. Je vous remercie énormément pour vos commentaires, pour vos nouveaux abonnements, pour vos partages. Je trouve ça vraiment super gentil, c'est adorable de votre part et je prends toujours un malin plaisir à répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez répondre vous aussi aux questions, à me laisser un petit commentaire en dessous. On va pas trop traîner parce que j'avoue que j'ai un peu triché sur une des catégories et je pense que ça va être très long. On commence tout de suite. Catégorie 1, le tag. La lettre du jour, c'est la lettre M pour Mayor, le roman qui t'a causé le plus grand book hangover, trop plein livresque, donc en fait après lequel on ne peut plus rien lire. C'est vraiment le livre qui du coup m'a causé une panne de lecture. Et c'est très compliqué. J'ai fouillé, alors je vous parlais justement hier de carnet, donc moi j'ai encore mon petit carnet, voilà, annuel. Dedans, je mets toutes mes lectures de toutes mes années. Par exemple, là, voilà, 2020, 2021, on arrive, voilà, je note en fait juste les titres de chaque année. Voilà, hop. Et il y a juste le titre. Et ça me permet d'avoir une visibilité sur toute l'année très facilement. Et en fait, je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Alors là, comme ça, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'était Contes de fées de Stephen King. Encore. Et oui, je vous en parle beaucoup de ce roman, mais je me souviens que quand je l'ai refermé, j'étais vraiment pas bien. Je voulais pas les quitter. J'étais en larmes aussi. J'ai un peu pleuré sur la fin, j'avoue. Et je ne voulais pas les quitter, je voulais pas les laisser partir. Et quand je vois en fait dans mon petit carnet que juste après, j'ai quand même dû lire 2 mangas avant de pouvoir me réattaquer à un bouquin. C'est que j'avais vraiment du mal à passer à autre chose. Alors, il y a eu aussi, et c'est vrai maintenant que j'y pense, depuis l'année dernière, je me suis mise au manga, donc de temps en temps, j'en pique un à ma fille, et j'ai notamment commencé la série Remember, que j'ai d'ailleurs fini aussi. Il y avait 17 mangas et j'aimais bien les alterner entre les romans. C'était cool, ça passait bien. Ça me permettait de changer de style, de changer de plein de choses. Et donc la saga Remember, en manga, en fait, elle nous parle d'un lycée hanté par une petite fille qui découpe en fait une personne la nuit en morceaux. Et le lendemain, en fait, quelques élèves sont choisis pour retrouver les morceaux et ça fait une boucle temporelle, donc ils revivent tous les jours, le même jour, jusqu'à temps de retrouver tous les morceaux de la personne qui a été découpée. Ça restait du thriller, ça restait du suspense et en vrai j'ai trouvé ça vachement sympa parce qu'il y avait toute cette histoire de mythe autour de la petite fille, le pourquoi elle est là, c'était vraiment l'intégralité, c'était pas juste on découpe des trucs dégueulasses et vas-y retrouve-les. Il y avait toute une histoire autour de la petite fille, autour de ce qui se passait dans le lycée, de l'histoire générale, d'essayer de trouver une solution pour casser la boucle, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Et je me souviens que après la lecture, je crois que c'était le tome 7, ça m'était resté quand même, je n'avais pas le 8, je l'avais pas commandé. Et je suis restée coincée. Et ça a été très 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 dur de me décoincer. J'ai mis au moins 10 jours avant de me réattaquer à un bouquin. Et je suis partie sur du Tilly pour être sûre d'accrocher et de me relancer. Parce que sinon, c'était mort. Je n'avançais plus. Et comme quoi, hein, vite addict au manga quand même. J'avoue que là, elle m'a prêté une nouvelle saga, King's Game, que j'aime un peu moins, même si c'est dans le même genre. J'avoue que j'aime un peu moins. J'ai vraiment adoré la saga Remember, que j'ai trouvé super sympa. Mais au niveau roman, oui, le dernier de mémoire, c'était Contes de fées qui m'a vraiment créé une petite panne quand même, parce que ça a été un monde complet à part. Et j'avais juste envie d'y retourner.
Deuxième catégorie, l'auteur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Solène Bakowski. Alors Solène, je crois que j'ai quasiment tout lu. Il doit m'en rester peut-être son tout premier que je n'ai pas. Et sinon le reste, j'ai tout lu. Alors moi, j'ai connu Solène avec un sac qui était paru à l'époque chez Milady Thriller. Avec un sac, ça a été, je crois que ça a été là qu'elle s'est fait repérer vraiment. C'était une révélation à ce moment-là. Avec un sac, on est avec, au départ, on a une jeune fille qui dépose un sac devant, je crois, Notre-Dame ou quelque chose comme ça, en plein Paris. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc elle va recommencer son histoire depuis le tout début. Et elle va nous raconter du coup tout ce qui s'est passé pour en arriver à ce sac et à savoir ce qu'il y a dedans. Donc moi je me souviens à l'époque ça m'avait marqué. C'était au tout début de mon blog, donc c'était dans les 2016-2017 par là. Et j'avais adoré, je l'avais trouvé tellement bien construit. Ça a été une superbe révélation. Ensuite était parue Une bonne intention, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si, fouillez, vous allez voir, elle est là. Et donc là, on est avec la disparition d'une petite fille. On est toujours autour de jeunes filles quand elle écrit. Et ensuite, un truc que j'avais trouvé super, que j'avais trouvé vraiment génial à l'époque, c'était son duo avec Amélie et Antoine. Donc ils avaient sorti une duologie avec elle, de Solène Bakowski, et Sans elle d'Amélie et Antoine. Dans cette édition-là, que je trouve d'ailleurs magnifique, c'est une édition Michel Lafon, dans cette édition-là, ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, elles sont parties de l'idée d'un même début d'un bouquin pour en faire une suite différente. Et j'ai trouvé ça génial, mais c'était absolument génial. C'est-à-dire qu'elles l'ont écrit à 4 mains, mais en fait, elles ont écrit chacun le leur. On commence donc, alors, de mémoire, c'est un couple qui a 2 petites filles, ça doit être des jumelles, et la maman les emmène voir un feu d'artifice. Ou est-ce qu'ils y vont peut-être avec le papa aussi, je ne sais plus. Bref, ils vont au feu d'artifice, et il y a une des 2 jumelles qui a son lacet défait. On va refaire le lacet dans l'un des livres, et dans l'autre livre, on ne refait pas le lacet. Et ce que j'ai trouvé super, vraiment, c'était d'une ingéniosité extraordinaire, c'est que de ce lacet va découler une vie entière complètement différente. C'était magnifique, c'était tellement bien pensé. C'est-à-dire que les 2 auteurs ont réussi à reprendre les mêmes personnages. Il y avait le même boucher, le même boulanger, le même voisin, la même grand-mère qui traverse la rue. Et de ce lacet, ça change l'intégralité de leur vie. Mais c'est tellement bon, c'est tellement bien pensé parce que c'est pas écrit à 4 mains. Elles ont vraiment chacune leur style, chacune leur histoire. Et donc, selon duquel côté vous commencez, vous avez donc une histoire différente, mais avec exactement le même début. Et honnêtement, ça, je l'ai jamais revu ailleurs. Je l'ai pas. Autant on peut trouver des livres à 4 mains, autant celui-là, c'est quand même une belle exception. Et ça reste un truc qui m'a marqué. Vraiment, au niveau de la construction, j'ai trouvé ça génial. Et ensuite, je me souviens que y a une petite auteure de romans d'amour qui est sortie dans les indépendants, dans les auteurs indépendants sur Amazon. Et à l'époque, j'aimais bien aller à la rencontre des auteurs un peu indépendants qui débutaient, tout ça, et faire des nouvelles découvertes. Je le fais beaucoup moins maintenant, je me suis diversifiée d'une autre façon, mais j'adorais ça. Et il y a une jeune auteure qui débute qui s'appelle Charlie Watt. Et Charlie Watt, elle dit oui voilà, moi je vais sortir un livre, tout ça. Ça s'appelle L'amour à nu. Et je cherche du coup des lecteurs. Est-ce que certaines personnes sont intéressées ? Je me suis proposée, j'ai découvert L'amour à nu que j'ai adoré. J'ai trouvé ça super sympa, c'était vraiment très original. C'est l'histoire d'une jeune femme qui prend une potion et bien sûr, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Il va se passer des trucs avec sa grand-mère, avec un jeune homme qu'elle a rencontré. Enfin bref, c'est vraiment de la comédie romantique et c'était super sympa.
Et je me souviens, au bout de 2 ou 3 livres de Charlie Watt, parce que quand même je suivais les sorties et j'adorais ce qu'elle faisait, je reçois un MP qui me dit, en fait, faut que je t'avoue quelque chose, Charlie Watt, c'est moi, c'est Solène. Et là, j'ai atterri complètement, on était complètement en dehors de ce qu'elle écrivait d'habitude, mais je dis, mais c'est pas possible. Et en fait, oui. Et j'ai trouvé ça génial, et ça ne m'a pas empêché de continuer de lire Charlie Watt et Solène Bakowski, avec 2 attentes différentes, avec 2 styles différents, et j'ai trouvé ça super. Donc ensuite, Solène a sorti d'autres livres, notamment Miracle, que j'avais trouvé très bien aussi. Je vais tous vous les faire, pour une fois. Il faut beaucoup aimer les gens. Et là, on était sur une histoire de radio, avec une jeune femme qui était à la radio et qui écoutait un peu les gens parler de leur vie. Et c'était très beau, très humain, encore une fois, à la Solène. Et enfin, les 2 dont je vous ai déjà parlé, que j'adore profondément, Ruse du rendez-vous. Avec, souvenez-vous, le petit papy qui est bottier et qui accueille dans sa boutique, pendant que c'est un vrai déluge, une jeune femme qui travaille dans une boulangerie, et ils se racontent leur vie, alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. Et c'est superbe. Humainement, c'est génial. Et enfin, celui qui m'a fait pleurer des larmes et des larmes, ce que je n'ai pas su, qui est sorti cette année chez Plomb. Et je me régale chaque fois. Il n'y a pas à dire, les romans de Solène, c'est vraiment pour moi... C'est marrant même de voir l'évolution parce qu'on est passé d'un sac qui est quand même très thriller, très roman noir, très suspense, très noir en fait, vraiment. Une bonne intention qui était noire mais avec une morale... on sentait qu'il y avait une touche de blanc dedans, vraiment une touche de douceur, etc. Et à côté de ça, elle nous pondait des comédies romantiques vraiment très drôles. Et au fur et à mesure, on voit qu'elle revient tout doucement vers du positif. Là, je pense qu'elle a vraiment trouvé son style, sa plume, ses histoires, ses thématiques, son humanité. Et je pense vraiment que c'est ce qui lui correspond le plus en ce moment. Ce genre de livre, très humain, très beau. Moi, j'adore. Ce rapport entre les personnes qu'elle sait absolument mettre en avant. Je trouve ça génial, Solène. Pour ça, elle est extraordinaire. De toute façon, voilà, c'est post-it. Des post-it partout, c'est des belles phrases, c'est des beaux moments, c'est des larmes, c'est des petits trucs drôles, c'est des éclats de rire. Quelle merveille ce bouquin. J'ai une plongée humaine. On passe à la 3e catégorie, la question. Donc la question du jour, comment sont rangées tes bibliothèques ? Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis une parano des bibliothèques. Je vais pas vous dire combien j'en ai parce que de toute façon, c'est une question qui viendra un peu plus tard de ce que j'en ai vu dans certains tags. Je vais pas vous dire combien j'en ai, mais comment je les range. Moi, j'aime que ce soit aligné. Donc, j'ai tendance à ranger par maison d'édition. Là, par exemple, dans celle-ci, on a les XO éditions. En dessous, on a les Calman Levy. Si on part dans cela, on a tous les Albin Michel. Mais les Albin Michel en blanc, en haut. Ensuite, on a un peu de blanc et le noir. On n'a que du noir, on n'a que du noir. Et je continue comme ça. Derrière, c'est les Robert Laffont. Là, c'est les Gring et les Cosmopolis. Là, c'est les J.C. Lattès. J'ai mes fleuves aussi, là. Et mes romans poches qui sont là sur le côté. Bref, j'ai besoin d'avoir quelque chose de très aligné. Donc déjà, mes bibliothèques sont rangées par maison d'édition. Comme ça me permet d'avoir un alignement global. Ensuite, dans les maisons d'édition, je range du coup par auteur. Donc, je range pas par ordre alphabétique non plus, mais je regroupe évidemment les mêmes livres du même auteur. Dans la mesure du possible, j'essaye de les ranger dans le bon ordre. Notamment, je pense par exemple aux escales, il y a M.J. Erlidge qui en a sorti quand même pas mal, avec des noms de chansons à chaque fois, là, Amsterdam, etc. Et celui-là, j'essaye de les ranger dans le bon ordre. Donc j'ai vraiment regardé l'ordre de sortie, l'ordre chronologique à lire, pour ne pas avoir à chercher lequel lire à chaque fois. Voilà, c'est des trucs comme ça, genre dans les XO, je range tous les Henri Lovenbroek ensemble, les Olivier Ball sont ensemble, les Nicolas Beuglet là-bas dans le fond.
sont ensemble. Quand on descend sur les Kalman Levy, c'est pareil. J'essaye de laisser les Connelly ensemble. J'essaye vraiment de garder une logique dans ce que je fais. Mais c'est pas pour autant que je fais ranger par ordre alphabétique, parce que certains auteurs, selon l'année de parution, ont des livres plus ou moins grands. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est cet alignement qui est visuellement, en fait, comme j'ai énormément de livres, j'ai besoin d'avoir un truc très propre, très aligné. Et ça me permet de ne pas surcharger, en fait. Je pense que si c'était en bordel, ça surchargerait beaucoup trop mon esprit et ça n'irait pas. Le fait que ce soit très propre, très aligné, ça me permet vraiment de me sentir bien, en fait, de me sentir vraiment dans quelque chose de très clair, de très limpide. C'est ordonné. Et je sais exactement où est chaque livre dans ma bibliothèque. À partir du moment où on me donne l'auteur, à la rigueur, rien qu'avec la photo de la couverture, je peux le retrouver. Avec la maison d'édition, évidemment. J'ai des auteurs qui sont hors compète. Alors, notamment, je pense à Tillier et Chatham. Alors, Tillier a tout un étage pour lui, mais j'en ai pas assez. Chatham a tout un étage pour lui, mais j'en ai pas assez. Donc, j'ai fait un étage Chatham, un étage Tillier, et entre les deux, j'ai un mix des deux. De chaque côté de l'étage, et notamment, c'est un étage plus haut, parce qu'il y a les BD, il y a les adaptations en BD de Maxime Chatham et de Franck Tillier, et ça me permet du coup de regrouper un petit peu tout. Donc, les deux se bagarrent 3 étages. J'ai aussi un étage complet pour Jacques Saucé. Évidemment, il en a sorti quand même pas mal. Et je les regroupe tous ensemble dans mon salon. J'ai un étage pour qui? Pour les chroniques de Sainte-Marie, qui sont toutes regroupées ensemble. Bon, après, on va dire, voilà, même maison d'édition, même auteur. En vrai, ça tient la route. Pareil pour Outlander, qui a tout un étage. Les Bridgerton aussi. Non, sinon c'est tout. Et globalement, j'essaye de regrouper au maximum, mais c'est pas évident. Et dans la mesure du possible, je pense à certains auteurs qui ont écrit, par exemple, Johanna Gustafsson, qui a écrit chez Brajlon et qui a écrit chez Kalman Levy. Ses livres sont rangés dans les Brajlon et dans les Kalman Levy. Quand elle en aura assez pour me faire un bon étage, je la regrouperai sur un seul niveau. Mais à l'heure actuelle, je connais tous ces livres et je suis capable de les retrouver très facilement. Parce qu'en fait, ce que vous voyez dans ma chambre, c'est uniquement les non-lus. Et les lus sont dans mon salon. Je pense par exemple à Jérôme Loubry, qui lui n'est que chez Kalman Levy. Donc lui, il est chez Kalman Levy, dans les livres lus. Et sur l'étage, ces livres sont tous regroupés ensemble dans l'ordre de parution, évidemment. Parce que pas parano qu'à moitié. Et voilà, j'ai vraiment ce besoin d'être très classée. J'ai ma science-fiction qui est dans une bibliothèque du salon. J'ai besoin d'être vraiment très ordonnée dans mon rangement. Et moi, je range comme ça. Je ne me verrai pas ranger par couleur de couverture. Ça, c'est impensable. Déjà parce que globalement, à part du blanc et du noir, j'ai pas grand-chose. Et je ne me verrai pas non plus ranger par ordre alphabétique. Parce que ça ferait des montagnes. C'est impossible. Et à la rigueur, sinon, je peux les mettre droit, mais c'est parce qu'il y a vraiment une grosse différence de taille. Donc le fait de les tourner et de les empiler plutôt que de les aligner, ça me donne une vision différente, j'aime bien aussi. Voilà, j'essaye de trouver des solutions, mais dans la mesure du possible, il faut que ce soit droit. Catégorie 4, le top 3. C'est maintenant que je vous avoue que j'ai triché un peu. Et en fait, ce top 3, c'est un top 3 huis clos. J'ai eu un très gros problème, c'est-à-dire que j'en ai mis 3. Donc jusque-là, ça allait très bien. Sauf qu'en fait, c'était des huis clos. Alors, il y en avait certains à l'air libre, en plein air. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il y en avait d'autres qui étaient vraiment huis clos dans une maison, dans un lieu précis. Et en fait, moi, ça me gêne. On revient sur le côté un peu parano des bibliothèques. Déjà, dans mon esprit, il faut que ce soit très clac-clac. Et je n'avais plus forcément la place de vous faire non plus un top 3 huis clos lieu fermé, huis clos lieu ouvert. Déjà, niveau compréhension, c'était pas forcément clair non plus. Et ça n'avait plus vraiment de sens. Donc je me suis dit, je vais faire un huis clos, ok. C'est quand même ce que tu préfères, ce genre de truc-là, ou que ce soit à ciel ouvert ou que ce soit dans un lieu fermé, c'est quand même une thématique
que tu aimes vraiment beaucoup. Donc, on va dire que j'ai quand même plus de matière et un peu plus de bagages sur cette thématique-là que sur, par exemple, de la disparition d'enfants ou sur de la violence faite aux femmes, ou voilà, peu importe. J'ai quand même plus de bagages sur le huis clos parce que c'est un truc qui me plaît. Moi, on me vend un livre en me disant c'est un huis clos, tu vas voir, tout se passe enfermé dans une maison. Je l'achète tout de suite. Je me pose même pas la question. J'aime ce côté vraiment enfermement. Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire 2 catégories, tant pis. Donc, vous allez avoir en fait un double top 3 ce soir. Donc, avoir un top 3 lieu fermé et un top 3 lieu ouvert. Et vous allez comprendre pourquoi lieu ouvert. Mais j'ai envie de vous faire languir un peu et on va commencer par les lieux fermés, évidemment. Alors, dans les lieux fermés, le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est La Maison Bleu Horizon de Jean-Marc Desnos aux éditions Tornada. Alors, celui-ci, je vous ai déjà parlé de Jean-Marc Desnos, c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment, je vous avais parlé de Psylance. Et dans Psylance, on découvre Mégane. Alors, on la découvre, c'est la suite de Brocélia. Dans Psylance, donc, on est avec Mégane, qui est journaliste sur des lieux hantés. La Maison Bleu Horizon, c'est le premier livre qui met en scène Alan Lambin. De mémoire, c'est même le premier livre qu'a édité Jean-Marc Desnos. Et donc, dans La Maison Bleu Horizon, on rencontre Alan Lambin, qui est un chercheur en lieu hanté, en fantôme, en esprit, voilà, un chercheur paranormal, qui lui ne va pas arriver et essayer de se faire payer une fortune pour prouver que la maison est hantée, mais plutôt essayer de tout essayer pour confirmer qu'elle ne l'est pas. Par exemple, du bois qui craque, un escalier qui craque, il va d'abord vérifier s'il n'y a pas d'humidité, si c'est pas naturel, si c'est pas le vent, si c'est pas tout ça. Avant de dire, il n'y a pas d'explication à ça. Je peux pas vous jurer que c'est hanté, mais il n'y a pas d'explication à ça. Et forcément, dans chaque roman, on se retrouve un peu avec un lieu hanté, c'est évident. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Oh bah non, finalement, votre maison, elle n'est pas hantée, merci, au revoir. Ça n'aurait pas de logique. Par contre, j'ai voulu vous parler de celui-là, parce que Jean-Marc Desnos en a écrit plusieurs avec Alan Lambin, parce qu'il en a écrit plusieurs sur des lieux hantés, des lieux fermés, des lieux clos, et du coup, La Maison Bleu Horizon, c'est le premier, c'est celui où on découvre Alan, et je trouvais que c'était important de vous mettre celui-là en avant, parce que dans celui-là, vous allez découvrir un personnage que moi j'adore, qui fait vraiment partie de mes personnages préférés, que j'adore retrouver, que j'aime vraiment profondément. Son côté un peu bourru, son côté j'y crois mais j'y crois pas. Et j'adore Alan Lambin. Donc je trouvais que c'était vraiment très bien de pouvoir vous le proposer comme ça. Celui-là, il a en plus une dimension un peu historique parce qu'on revient sur des soldats de la Première Guerre mondiale, des soldats des tranchées, en même temps qu'une histoire de maison hantée dans les années 80. Et j'ai adoré. Je l'ai trouvé très beau, très bien cherché. Et là, j'ai dit, ouais, c'est un auteur que je vais aimer suivre parce qu'il me propose quelque chose que j'aime, qui n'est pas forcément gore et effrayant, mais quelque chose que j'aime. Et je ne m'en lasse pas. Donc je suis de très très près les sorties de Jean-Marc Desnos tous les ans et je vous le conseille absolument. Deuxième livre que j'ai envie de vous parler sur un lieu fermé, on est sur Underground. Alors Underground, c'était un des premiers livres que j'ai lu en service presse quand j'ai commencé mon blog. Ça remonte donc à 2017. Et bah vas-y, marche dessus. Et donc là, on est dans des immenses bunkers qui sont construits sur je ne sais plus combien d'étages dans la Terre. Et forcément, il arrive une catastrophe mondiale, planétaire. Et ces bunkers, ces chambres de bunkers sont payées des fortunes par des propriétaires. Sauf qu'en fait, du coup, le bunker est fermé. Parce que à l'extérieur, ça ne va plus. Ils doivent absolument rester enfermés. Ils doivent se terrer dedans. Et ça ne va pas. Ce sont des gens d'origine différente, avec des valeurs différentes, avec des caractères différents. On se retrouve avec des gens qui ne supportent plus d'être enfermés, avec des gens qui sont agressifs, avec des gens qui n'hésitent pas à taper les autres, à être violents. Et moi, j'avais trouvé ça très anxiogène. Et le fait qu'il soit
enfermés dans ce bunker. Ils n'ont pas le choix de rester dedans parce que dehors c'est trop dangereux. J'avais trouvé ça super. Alors, bien sûr, d'autres auteurs ont déjà fait mieux, mais j'ai pas encore lu. J'avoue qu'il y a pas mal de livres qui me tentent sur ce principe de huis clos, enfermés dans des bunkers, dans des métros, dans des souterrains, mais j'ai pas encore lu. Et donc, moi j'avais beaucoup aimé celui-là. Ça passait très bien, ça passait crème. Alors, c'est pas folichon, c'est pas le livre de l'année, mais il était vachement sympa quand même. Et enfin, on ne peut pas parler de Lion hanté sans parler d'Armel Carbonell. Alors, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc je vais passer très vite sur Sinestra. Sinestra, on est dans les années 40, au moment de l'évacuation des enfants juifs vers la Suisse pour éviter qu'ils soient pris par les Allemands, par les nazis. Et donc on est avec un groupe d'enfants qui vont arriver dans le Val Sinestra. Le Val Sinestra, c'est un ancien hôpital de mémoire. Oui, voilà, un refuge isolé au cœur de la vallée des Grisons, qui accueille un convoi de réfugiés fuyant les horreurs de la guerre, des mères brisées au bras de leur progéniture, des orphelins meurtris et atteints de désordre psychique. Mais là où ils croyaient avoir trouvé la paix, les résidents vont réaliser que le mal a franchi la frontière avec eux. Et en fait, donc, ils se retrouvent dans ce Val Sinestra, ce bâtiment. Moi, je me souviens, la sensation quand j'ai vu la couverture. Quand Armel a dévoilé la couverture, je l'ai trouvée magnifique. Cette couverture est absolument superbe. Et moi, ça me parlait tellement, cette toute petite maison, par rapport à la taille, par rapport à l'immensité des montagnes autour, par rapport à l'immensité du silence, de la forêt, du rien en fait. Ils sont juste entourés de rien et ce Val Sinestra qui a quand même une belle part personnage, c'est-à-dire que vraiment on a l'impression que ce lieu a sa propre pensée, ses propres réflexions, comme s'il respirait aussi. Mais c'est tellement beau, tellement bien écrit, que cette histoire des enfants, de ces mères qui se retrouvent coincées dans ce Val Sinestra où il commence à se passer des choses bizarres, et bien c'est très vite anxiogène aussi, c'est très vite stressant, angoissant. Et j'ai adoré, moi. Le Val Sinestra me restera en mémoire pendant très 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 longtemps. D'ailleurs, le nouveau roman qu'elle a sorti cette année, Enigma, est plus ou moins lié au Val Sinestra, c'est-à-dire qu'on peut lire Enigma sans avoir lu Sinestra. Mais c'est quand même mieux de découvrir les personnages de Sinestra avant. Et le fait que les deux soient liés sans vraiment l'être, parce que les deux histoires sont très différentes et en même temps un peu complémentaires, moi j'ai trouvé ça super sympa. Vraiment, c'était très original et c'était très joli, très fin. En tout cas, pour ceux qui avaient adoré Sinestra, c'était un plaisir de retrouver un petit peu de Sinestra dans Enigma. Un très bon huis clos aussi dans un lieu fermé, Nuit blanche de Nicolas Druard, que j'avais trouvé j'avais vraiment trouvé super sympa. On est dans un hôpital, on est enfermé avec une personne qui était emprisonnée, condamnée, qui est blessée et qui donc se fait soigner à l'hôpital avec des gardiens. Sauf que forcément l'hôpital est condamné parce que y a des coulées de boue, parce qu'il y a des tempêtes dehors, etc. Donc l'hôpital est complètement fermé, replié sur lui-même et avec cet inconnu menotté à son lit sans trop savoir ce qui va se passer, et j'avais trouvé ça super. Donc celui-ci aussi je pourrais vous le conseiller, mais c'est vraiment très dur pour moi de vous faire un top 3 sur des huis clos. Donc là on était sur les lieux clos. Maintenant je voudrais vous parler de huis clos à ciel ouvert. Ce que moi j'appelle les huis clos à ciel ouvert, c'est des huis clos où en fait on est sur des immensités territoriales, le Groenland, des montagnes, des forêts, mais où on est coincé dans ces endroits à cause d'une tempête, à cause d'une coulée de boue, à cause de plein de choses. Premier livre, huis clos à ciel ouvert, dont j'ai envie de vous parler, L'instinct de Nicolas Druard. Alors, L'instinct de Nicolas Druard,
On est en fait dans une forêt, on commence l'histoire, on est dans une forêt, au cœur de cette forêt il y a une clairière, juste à côté d'un zoo, alors je crois que c'est un zoo de réhabilitation, de refuge vraiment, qui, qui a pour but premier de relâcher les animaux après. Et donc au milieu de cette clairière, il y a 5 chalets qui sont loués, 4 ou 5 chalets qui sont loués comme ça de temps en temps, par des particuliers qui veulent venir s'isoler, se renfermer pour quelques jours, pour une semaine, à côté de ce zoo, dans la forêt, dans la tranquillité, qui veulent s'éloigner de la vie, qui veulent s'éloigner de leurs problèmes. Et donc avec l'instinct, on commence donc dans cette forêt, dans cette clairière, avec ces chalets, et cet immense arbre en plein milieu. Et on est donc là, et évidemment, tempête. Toutes les routes sont bloquées, et un tueur s'est échappé. Un tueur qu'ils avaient eu du mal à attraper s'est échappé pendant son déplacement en convoi. Et bien forcément toute la région va être en alerte, mais en même temps ils sont coincés par leur déplacement, des arbres sont tombés sur la route, on ne peut plus sortir, il y a des éboulements de terrain, enfin bref, on est vraiment coincé avec eux dans cette forêt, ce zoo, etc. Et on va voir tout ce qui va arriver. Et je l'ai trouvé très 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 bon. Vraiment comme un huis clos à ciel ouvert, donc on est vraiment enfermé, on est coincé vraiment dans ces lieux qui sont serrés les uns aux autres. On est coincé avec eux parce que vraiment on ne peut pas s'enfuir, on est obligé de survivre là, dans cette ambiance très noire, très sombre, très pluvieuse, et c'est génial. En vrai, il était très très bon, donc si vous voulez tenter, il est sorti cette année chez HarperCollins et je l'ai trouvé excellent. Deuxième livre en huis clos à ciel ouvert, Kilimandjaro de Guillaume Ramsey. Alors celui-ci c'était une superbe découverte, le truc auquel je ne m'attendais absolument pas. On est avec des jeunes, de plus ou moins jeunes on va dire, voyageurs, qui décident d'escalader le Kilimandjaro. Donc on arrive en Afrique, ils prennent un guide qui va les aider à escalader le Kilimandjaro. Honnêtement, les 100 premières pages, l'auteur nous endort. On assiste comme ça à la formation du groupe au départ vers cette montagne. Et voilà, on les voit commencer à grimper avec des problèmes de certains qui se sont fait mal, etc. Et puis arrive, je me souviens, je l'ai prêté à ma mère. Et je me souviens, ma mère, elle m'a dit « Mais t'es sûre de toi ?» Je t'ai dit « Mais va jusqu'à la page 100. » Et je vous mens pas, c'est vraiment la page 100, c'est mon premier post-it. Et la page 100, alors vraiment, moi j'ai eu un bug à ce moment-là. Et je le ressens encore parce que l'auteur nous endort. L'auteur, pendant 100 pages, il endort complètement le lecteur. Donc, on se retrouve page 100 et on se dit, mais quoi ? Attends, non mais je l'ai pas vu venir celui-là. C'est quoi ce bordel ? En vrai, je m'y attendais, mais tellement pas. Et d'un coup, ça a tout relancé dans l'histoire. Ça a relancé l'intégralité du truc sur un truc qu'on s'attendait à juste voir un groupe escalader le Kilimandjaro. On se retrouve dans un groupe qui escalade le Kilimandjaro, oui, mais avec beaucoup plus de danger que prévu. Et waouh! Ah, mais j'ai trouvé ça génial. Juste cette petite phrase, mais elle était parfaite. Parfaitement dosée et parfaitement placée. Elle était parfaite, cette phrase. Et mais vraiment, pour moi, ça a été génial. Et du coup, j'étais ravie de rencontrer Guillaume Ramsey quand il était venu au Mine Noire. À partir de cette page 100, on sent vraiment d'un coup le vent qui change de sens. Et vraiment, moi, je vous le conseille. Ce bouquin-là est génial. Et encore une fois, huis clos à ciel ouvert parce qu'on est dans la montagne. Évidemment, on voit les nuages arriver, on voit les problèmes de respiration, le froid, machin, truc. Vous allez voir. Et vous allez vous retrouver coincé avec eux sur le Kilimandjaro et vous allez comprendre pourquoi j'ai autant aimé cette page 100. Et enfin, celui qui a été pour moi le premier huis clos à ciel ouvert que j'ai lu. Celui qui m'a vraiment fait me rendre compte que les huis clos, c'était pas uniquement dans des lieux fermés. C'était Boréal de Sonia Delzongle et je l'ai lu à la sortie. Alors déjà la couverture, magnifique. La couve est absolument superbe
et l'histoire l'était tout autant plus. Pour résumer grossièrement, on est au Groenland. Oui, on est en 2017 au Groenland et il y a une équipe de scientifiques qui est coincée en pleine tempête de neige dans un chalet en plein milieu du Groenland. Il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Des kilomètres à la ronde. Et ils sont vraiment tout seuls. Impossible de prendre les motoneiges, impossible de faire quoi que ce soit. Et c'est là que ça commence à partir un peu en vrille. Il se passe des trucs avec ce groupe de scientifiques en intérieur, en extérieur. Mais pour moi, ça a vraiment été ce côté huis clos à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en sortir de ce Groenland, de cette grande banquise prise par la neige. Et en même temps, ils ne sont pas non plus enfermés dans leur chalet. Et quand j'ai réalisé ça, ce côté huis clos à ciel ouvert, je me répète, mais quand je l'ai réalisé, eh ben, j'ai trouvé que c'était génial comme concept. C'était exactement quelque chose que j'adorais, qui me faisait vraiment vibrer. C'était ce voyage tout en étant en même temps enfermé avec eux, coincé dans des situations inextricables, bien souvent. Et moi j'avais trouvé ça mais super. Ça a été vraiment un déclencheur et je me suis dit mais waouh, je veux lire plus de livres comme ça. Et en effet, du coup, j'apprécie beaucoup plus quand on me dit que c'est des personnages coincés dans une montagne, coincés dans une forêt. Et bien grâce à Boréal de Sonia Delzongle, je sais ce que ça fait, ce sentiment d'avoir des personnages coincés dans une tempête, etc. Et j'adore, et du coup j'y vais, je fonce. J'adore ce genre de problématiques en fait pour les personnages et voilà. Et en fait moi je me suis régalée avec ce livre. C'était un pur bonheur de lecture, une très belle découverte parce que je découvrais Sonia Delzongle avec Boréal et je ne m'en lasse pas. Elle a vraiment une très belle plume, une façon de tourner ses intrigues qui est propre à elle-même et que j'apprécie beaucoup. Donc en tout cas si vous ne l'avez pas lu, celui-ci je vous conseille, c'est vraiment mon préféré de l'auteur. Ça a été une vraie révélation pour moi en tout cas. Il y a un tas de livres à côté de moi cette fois-ci, chose qu'on ne fait pas d'habitude. Je vous en ai vraiment montré beaucoup, j'en ai vraiment l'impression. Ça va vous changer un petit peu des dernières vidéos. Alors celle-ci est vraiment très longue, mais je suis très contente de vous avoir parlé d'autant de livres. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des petites idées de lecture. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.